Allô, bonjour à tous. Je suis Jean-Baptiste Gardeblé. Je vais animer ce webinaire dédié à l'utilisation des scripts R et Python dans Coeris SPAD. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Très bien, on me confirme que c'est le cas. Donc, bienvenue, désolé pour ce léger retard. Nous allons donc consacrer ce moment à l'introduction et au développement d'un nouvel usage dans notre outil Coeris SPAD. Mais avant de se pencher sur ces éléments-là, je vais procéder à une petite introduction de la société Coeris dans son ensemble, vous planter un peu le décor et vous donner le contexte qui nous a poussé à intégrer donc les langages de script R dans notre solution de data mining et vous donner les éléments de l'état d'esprit dans lequel on l'a fait et vous indiquer ensuite comment le mettre en place dans votre solution SPAD, comment profiter donc de cette fusion des possibilités et comment aller plus loin grâce à l'interfaçage de script. Et puis à la fin du webinaire, j'adresserai vos questions, les réponses à vos questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans la zone de chat, où je crois qu'il y a une section questions dédiée à cet effet également. Alors, qui sommes-nous? Coeris, donc nous sommes éditeurs de solutions CRM et Data Analytics. Nous sommes une société d'environ 125 collaborateurs, nous sommes traités sur Euronext et nous avons le label Entreprise innovante décerné par BPI-France et nous avons été, lors de 2 années, lauréats des trophées de l'innovation du salon Big Data. En 2015 pour un moteur de recommandation développé en partenariat avec le groupe SEB, l'équipementier de cuisine, et en 2018, donc plus récemment, au dernier salon qui a eu lieu, sur notre solution RGPD Text Control dédiée à l'analyse automatisée de commentaires libres en base de données pour la détection de risques de non-conformité par rapport au règlement général de la protection des données. C'est des thèmes qu'on ne va pas aborder directement dans ce webinaire. Nous aurons prochainement l'organisation d'un webinaire dédié au RGPD Text Control. Je vous invite à regarder sur notre site et à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Donc l'offre logicielle de Coeris est bâtie sur 2 piliers, une offre analytics de solutions à la fois donc de data mining, d'analyse prédictive, Coeris SPAD, qui est la solution qui va nous intéresser aujourd'hui, mais également une solution de business intelligence et de data visualisation, Coeris Analytics Liberty, un moteur de traitement en temps réel, de personnalisation et de recommandation, SPAD Real-Time, et le RGPD Text Control, donc outil dédié au monitoring des données personnelles sensibles dans les commentaires libres en base de données. Coeris est également éditeur de solutions CRM, que ce soit des CRM dédiés force de vente, en Salesforce Automation, de relations clients, marketing, et également dans le SFA, plus spécifiquement la solution Nomad qui inclut des fonctionnalités merchandising. La démarche donc de Coeris est de s'appuyer sur ces 2 piliers pour transporter les capacités analytiques et prédictives de ces solutions d'analyse, de gouvernance de données, de ces briques analytiques vers les solutions CRM pour permettre de vous mettre en capacité d'employer toute la puissance prédictive et descriptive et de visualisation des solutions Coeris dans notre CRM. Et plus généralement, nous adoptons également une démarche de développement par l'introduction de modules dont la vocation est d'aller se connecter sur le CRM Coeris, mais également sur d'autres CRM,
existants aujourd'hui. Nous avons donc des modules social text mining, dont la vocation est l'analyse de textes libres et de classement automatique de communication entrante ou sortante stockée en base. Un module de CRM Analytics, des modules de scoring et de gestion de la qualité des données, donc la data management, et enfin la solution RGPD Text Control. Coeris, c'est un éditeur de logiciels, donc autour de ces solutions, nous proposons également un ensemble de services qui peuvent relever donc de l'expertise sur nos produits, de l'intégration de nos produits, bien évidemment du support à nos clients, mais également des formations à l'utilisation de nos produits et aux méthodologies d'une manière plus générale, particulièrement dans la data science. Et nous avons également une offre de service autour de la cartographie des données sensibles autour du RGPD. Alors, on va se recentrer un petit peu sur le sujet du jour, qui est donc l'introduction des langages de script dans le logiciel Coeris SPAD. Et pour ça, on va placer un petit peu le contexte et les enjeux de cette démarche que nous avons menée à bien. Alors, ce qu'on a pu observer dans le passé de l'évolution des logiciels de traitement de la donnée, c'est une forte montée en puissance des langages de script, des langages de programmation open source, qui s'appuient depuis quelque temps maintenant et désormais sur des communautés très actives, donc qui ont cette capacité, de par leur nombre et leur niveau d'activité, de produire une implémentation très rapide de nouveaux algorithmes. Et je dirais que par essence de la chose, puisque ce sont des langages, la nature programmatique de leur usage permet beaucoup de souplesse dans leur utilisation. En revanche, avec cette montée donc des langages de script pour toute la puissance et la souplesse qu'ils peuvent offrir, viennent un certain nombre de points un peu difficiles, qui sont des points qui sont historiquement des points forts de SPAD. C'est que la gestion de la donnée, toute la manipulation et la découverte de données, tout ce qui est data management, la data quality, peut être un peu fastidieux puisqu'il faut tout reprogrammer quasiment from scratch à chaque début de projet, à chaque nouveau set de données, que la gestion des input-output de données, le premier chargement du fichier et puis l'écriture et la formalisation de l'écriture des résultats doit nécessairement passer par une étape de scriptage. On doit décrire le fichier au programme, la manière dont il va devoir l'écrire ou dont il va devoir la lire. Et puis, il y a un petit frein au reuse aussi, qui est que quand on va vouloir réutiliser un même algorithme, un même morceau de code dans un nouveau contexte, sur des données organisées différemment, eh bien, on va devoir transformer le code, donc relire le code. Et du coup, pour le partage inter-équipe, on va pouvoir se trouver dans la position de reprendre un script qui a été programmé par quelqu'un d'autre avec des habitudes de programmation différentes des nôtres et de devoir le modifier, ce qui est d'une part potentiellement un peu pénible à faire, si vous me passez l'expression, mais qui peut aussi être source d'erreur. Alors, pour toutes ces raisons, et parce que culturellement, SPAD est attaché à une présentation sous forme d'interface graphique et s'attache à simplifier l'emploi des technologies pour les analystes de données, nous avons développé le concept d'interfaçage de script sur lequel je reviendrai à la fin de ce webinaire. Alors, en termes d'historique d'intégration, je vous parle de choses nouvelles et pas si nouvelles que ça à la fois, puisqu'en effet, c'est un mouvement qu'on a déjà amorcé en fait depuis 2007, où on avait réalisé une première intégration déjà des langages R et à l'époque de Jython, qui était une variante de Python programmée en Java. Alors depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, on a maintenu et développé l'interfaçage avec R et les connecteurs entre SPAD et R, et puis le projet Jython a été
abandonné par la communauté, n'est plus maintenu. Ça a été l'occasion, en 2015 notamment, pour SPAD, pour réaliser une intégration plus complète de Python. Et on a choisi à l'époque d'aller sur du Python 3.6, qui était la dernière version disponible à l'époque. Aujourd'hui, on est en 3.7. La révolution, c'est pas une véritable révolution entre ces deux versions de Python. Donc on est toujours assez à jour, je dirais, de l'intégration du langage. Et on continue les efforts dans ce sens-là pour se maintenir en avance de phase sur les évolutions de ces outils. Alors, comme je vous l'ai dit, la démarche, c'était d'apporter le confort de SPAD, de son interface, de sa clarté, de la documentation naturelle qui va avec l'organisation du traitement sous forme d'un flux, pour la gestion, donc d'apporter ce confort de SPAD et de conserver quand même la puissance et la souplesse des langages de programmation R et Python, qui va permettre de favoriser et d'améliorer la réutilisabilité des scripts, et aussi grâce à la création à la volée d'interfaces graphiques, de faciliter le partage inter-équipe, puisque la perspective, c'est bien que une équipe, un analyste, puisse programmer je dirais une bonne fois pour toutes, c'est peut-être un peu fort, mais c'est l'idée quand même, de programmer un script sur une analyse standard qui va pouvoir être réutilisé le plus directement possible par une autre équipe, même si elle ne maîtrise pas le même langage de programmation. Donc, si vous avez des équipes qui sont technologiquement mixtes, certains sont plus à l'aise, maîtrisent R, et d'autres sont plus à l'aise et maîtrisent Python, SPAD peut être un intermédiaire pour leur permettre d'utiliser les uns le travail des autres et tirer le maximum de potentiel de toutes ces technologies. Alors, d'un point de vue technique, ce qui va se passer, ce qui se passe même, c'est que l'installation va se réaliser dans SPAD. Alors, quand je dis l'installation, c'est l'installation des éléments nécessaires à la communication entre SPAD et R et entre SPAD et Python. Il y a des packages R, un package R SPAD qui permet la communication entre ces deux entités, dont l'installation est réalisée à partir de l'interface de SPAD et qui offre par la suite l'accès à tous les packages R que vous avez pu installer ou que vous pourrez installer également depuis l'interface de SPAD dans R. De la même manière, dans Python, la gestion du module SPAD, enfin des deux modules SPAD qui permettent la communication et des modules prérequis pour faire fonctionner tout ça, se réalise intégralement depuis l'interface de SPAD. Donc, je vais assez directement vous montrer dans la pratique et dans l'interface de SPAD comment tout ça se matérialise. Alors, pour ce qui est de l'installation des packages, on va trouver ça dans la rubrique outils, préférences, et en bas le petit folder script. Alors, vous voyez. Vous ne voyez pas, on me fait signe qu'on ne voit pas, ça c'est la malédiction d'avoir deux écrans. Hop, voilà. Je ne montrerai pas l'écran que je croyais. Donc, dans l'interface de SPAD, le menu outils, préférences, le volet script. Vous voyez qu'on a toujours conservé l'intégration de Jython dans SPAD pour permettre la compatibilité ascendante et pour que vous ne perdiez pas les éventuels travaux que vous auriez fait en utilisant cette technologie, mais apparaissent donc une rubrique script R et une rubrique Python. Donc, tout ce que vous avez à faire pour établir le lien entre les deux, c'est de spécifier, par exemple pour R, le répertoire d'installation de R. Donc, alors, évidemment, on est éditeur de SPAD, pas de R. Charge à vous d'installer R comme vous en avez l'habitude sur votre machine, puis d'ouvrir SPAD et tout simplement ici d'aller chercher dans l'arborescence de votre installation l'endroit où est installé R. Alors, vous noterez qu'ici, je l'ai branché à une version R 3.5.2 qui, pour autant que j'en sache, est la dernière version stable. Ça va fonctionner avec toutes les variantes de la 3.5. Hein, et on ne peut pas vous garantir que 100% des scripts en 3.4 vont fonctionner, mais on a quand même une assez forte
compatibilité avec toutes les versions de R. Donc ça, c'est le première étape, indiquer où est installé R. Ensuite, vous avez une zone de paramétrage des librairies R. Donc on a une librairie, un package SPAD qui est dédié à la communication entre les deux. Alors là, je suis sur une version où ça a déjà été installé. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton en bas, installer, mettre à jour, qui va vous demander l'autorisation de le faire et qui va aller installer le module SPAD dans votre installation de R. Une fois que ceci est fait, vous avez la communication est établie entre les deux logiciels. Alors, deux autres boutons. Bon, afficher la console, c'est vraiment un bouton un peu technique. Tester les librairies, ça vous permet de valider que vous disposez bien de la dernière version de la librairie SPAD pour votre version de R. Donc, ça peut être intéressant, à intervalles réguliers, d'aller vérifier que vous disposez bien de la dernière version. SPAD vous mettra dans l'indicateur d'état un petit warning au cas où vous seriez en retard sur les versions sorties. Et à tout moment, si vous avez un doute, vous pouvez tester les librairies, qui va aller vérifier que vous avez bien la dernière version. Vous voyez qu'en bas, on a un dernier volet de configuration qui est le répertoire des scripts interfacés. En fait, ce que vous allez découvrir, c'est qu'une fois qu'on a fait le travail d'interfaçage du script, le script R devient une méthode SPAD, j'allais dire comme une autre. C'est-à-dire qu'elle apparaîtra dans le panier des méthodes, en bas à gauche, disponible comme une méthode en glisser-déposer, comme une méthode SPAD dont vous avez l'habitude. Pour Python, la mécanique est extrêmement similaire. On spécifie le répertoire d'installation de Python. Alors, pour les connaisseurs de Python, pourront reconnaître que j'ai créé un environnement Anaconda dédié à SPAD dans mon installation. Et vous voyez, bon, on a un peu plus de prérequis qui sont des prérequis très standards pour l'analyse mathématique dans Python. Alors, les choses sont compliquées, entre guillemets, par le fait que Python est un langage de programmation généraliste, là où SPAD est un langage de programmation spécialisé pour l'analyse de données. Donc, il embarque par défaut R énormément d'instructions de calcul mathématiques qu'un Python brut de décoffrage ne va pas embarquer. Donc, on a la nécessité, pour vraiment s'en servir pour l'analyse de données, d'avoir cet ensemble de librairies pour bien réaliser des traitements statistiques. Alors, vous pouvez voir que ici, il me râle un peu après en me disant que ma version n'est pas à jour, ce qui, vous allez voir, ne l'empêchera pas de fonctionner. Mais on a exactement les mêmes mécaniques. Installer, mettre à jour pour une première installation ou une mise à niveau des librairies. On peut tester chacune des librairies. Et vous voyez qu'on a un bouton supplémentaire pour Python qui permet d'installer ou de mettre à jour une librairie spécifique à partir d'un fichier WHEEL. Alors ça, c'est des notions assez spécifiques à Python, mais si vous avez des développements internes de librairies Python que vous n'avez pas distribuées dans des repositories type pip, c'est le moyen pour intégrer vos librairies customisées, personnelles, internes à l'entreprise, et vous pourrez les intégrer au Python connecté à SPAD de cette manière-là. Là encore, on retrouve en dernier le répertoire des scripts interfacés qui va vous donner accès, comme pour R, aux scripts Python qui ont vocation à devenir une méthode SPAD comme une autre, je dirais. Alors, vous voyez, bon, la description a été un peu longue, mais les actions sont vraiment simples. Pour l'essentiel, connecter SPAD et Python, c'est indiquer un répertoire d'installation et cliquer sur un bouton pour une installation automatisée ou une mise à jour automatisée des packages de communication entre les deux entités. Alors, cette intégration est véritablement complète, c'est-à-dire que ce qu'on fournit, c'est des instructions de transport de données depuis SPAD vers R et réciproquement,
et les instructions, c'est vrai aussi pour Python, ce qui va permettre de déporter le traitement à R et à Python et que tout se passe dans le R ou dans le Python comme si il n'y avait pas eu de SPAD en amont, et de récupérer tous les résultats que R ou que Python vous mettent à disposition dans l'interface de SPAD. On va pouvoir récupérer ces résultats soit dans une sortie texte standard, je vous le montre tout de suite avec un script R, avec Python ce sera plus parlant. Je ne regarde pas le bon projet, je suis désolé. Je vais ouvrir le projet qui correspond. Voilà. J'ai exécuté en live la méthode. Donc les sorties texte standards, on va les trouver dans résultat listage. Ici, vous voyez qu'on ouvre une petite boîte de texte qui nous donne les résultats du modèle tels qu'on les a évidemment définis dans le script Python ou dans le script R. On va également récupérer des résultats dans un rapport Excel potentiellement. Enfin, une fois si on l'a défini dans le script R, ici, clic droit, rapport, on va pouvoir éditer. Alors ça, c'est naturellement plus standard chez les utilisateurs de SPAD, d'aller lire les résultats de modélisation dans un fichier Excel de résultats. Vous voyez qu'ici, donc, on a une régression pénalisée avec une recherche automatique du niveau de pénalisation. On a les résultats de la validation croisée, les résultats de la modélisation, tous les coefficients de la régression, l'évolution des coefficients, la qualité du modèle. On peut projeter. Vous définissez dans le script l'ensemble des résultats que vous renvoyez dans l'interface Excel. De la même manière, on va pouvoir définir ce qu'on renvoie dans l'interface texte. Et puis, enfin, on récupère ces résultats également dans les tables de données SPAD, dans la sortie SPAD. Vous voyez qu'ici, les colonnes prédiction résidus sont les résultats opérationnels ligne à ligne de la modélisation. Donc là, on cherche à modéliser le salaire d'un joueur de baseball en fonction de ses caractéristiques de performance sur la saison précédente. Et donc ici, on a l'estimation du log du salaire, très précisément, et la visualisation des résidus de prédiction. Donc, ça vous montre ici, alors, oui, pour la petite histoire, non, mais pour l'exercice, ce que j'ai fait tourner ici, c'est une régression lasso. Je vais pouvoir faire tourner de la même manière une régression Ridge et ElasticNet. Derrière, je peux vous montrer les codes Python qui tournent sont ceux-ci. Et cette partie en vert, j'y reviendrai dessus un peu en amont, puisque c'est ce qui va définir l'interface graphique que je vais vous montrer juste après. Vous voyez qu'en dessous, on a un code Python juste tout à fait standard qui utilise la régression lasso de scikit-learn. Alors, un des avantages de procéder de cette manière-là, c'est que derrière, on a les résultats dans une table SPAD et vous pouvez ensuite continuer votre analyse comme vous en avez l'habitude dans SPAD. Et notamment, alors ElasticNet est notoirement un peu plus long que les autres, mais c'est normal, la validation croisée est un peu plus compliquée pour lui. Vous voyez qu'ici, dans l'indicateur, vous avez en plus à l'exécution du script possibilité de définir un certain nombre d'états. On sait que les deux premiers sont terminés avec succès et que la régression ElasticNet en est ici à l'étape de validation croisée. Donc, on va lui laisser un petit temps pour finir. Bon, en prenant un petit peu d'avance, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface de paramétrage. Et si je double-clique ici, vous ne serez pas très surpris d'observer, enfin, surpris ou pas, je ne sais pas, mais vous pouvez observer que ici, l'interface qu'on obtient est une interface qui ressemble fortement, puisque c'est à une méthode habituelle de SPAD, puisque cette interface est bâtie vraiment à la volée par SPAD pour se conformer aux standards de présentation de l'outil.
On retrouve ici la sélection d'une variable à expliquer, de notre cible de régression, la sélection multiple des variables explicatives et un certain nombre d'onglets qui permettent de définir les paramètres de la modélisation avec un processus d'échantillonnage si vous voulez rentrer dans un apprentissage de type hold-out, des paramètres de fonctionnement ici de pénalisation du modèle, de présence de constantes, de centrage, de réduction des variables ou pas, un volet de validation croisée, bon, ici assez classiquement on a fait une validation à 10 volets, et des options d'archivage et d'export des résultats de la modélisation, donc des prédictions et des résidus. On peut également demander ici un export du modèle en lui-même. Donc là, l'export du modèle, lui, comme c'est un modèle Python, ce sera un pickle. La manière standard en Python d'exporter le modèle. Je vois que Elasticnet a terminé. Donc à l'enchaînement de mes 3 méthodes, j'ai créé 3 variables de prédiction. Vous voyez que ici, directement, j'ai tout le confort de SPAD de pouvoir explorer mon jeu de données, voir que j'ai bien créé ici les variables auxquelles je m'attends, d'avoir les statistiques descriptives sur mon résultat de modélisation avec les minima, maxima, les moyennes, les écarts types, les sommes. Voilà, je suis assez rassuré de voir que mes résidus sont bien de moyenne nulle, notamment. Et ensuite, je vais pouvoir explorer ces modèles-là, ces résultats-là, comme j'en ai l'habitude dans SPAD, avec par exemple la possibilité ici d'aller former un nuage de points pour inspecter un petit peu ma qualité de modèle, de prédiction versus des résidus. Alors, hop, et là, immédiatement, j'ai mon nuage de points. Et donc là, j'ai un outil de création de graphique dynamique à la volée. Je peux reconfigurer mon graphique, l'habiller comme je l'entends, ce qui nécessite de réécrire des bouts de code ou de transformer du code en Python. Donc la valeur de Python, c'est vraiment d'aller chercher des algorithmes complexes. La programmation permet de faire des choses très avancées et très complexes, mais pour des tâches plus simples, finalement, l'interface graphique regagne énormément de puissance et d'aisance pour l'analyse. Ensuite, bon, sur Python, je pense que j'en ai tracé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je les adresserai à la fin. Pardon. Sur les scripts R, on va retrouver les mêmes mécaniques, exactement les mêmes allures d'interface. Donc ici, là, on n'est plus sur un modèle de type régression, on est sur une analyse factorielle. Alors l'analyse factorielle au sens factor analysis, donc analyse factorielle confirmatoire, hein, pas une ACP ou une AFC et une ACM. Ça, évidemment, on vous recommande de plutôt utiliser les méthodes SPAD pour le faire. Mais c'est une demande qu'on a de manière assez récurrente sur les facteurs analysis. Passer par R, il y a un package tout à fait dédié à la réalisation de ces analyses. Là, ce qu'on a packagé, donc, c'est la sélection des variables actives dans l'analyse factorielle, et puis le nombre de facteurs extraits, puisqu'on a besoin de le spécifier dans la factor analysis, le choix d'une rotation et des types de scores qu'on va vouloir extraire. Et vous voyez que je paramètre cette fonction-là exactement comme je paramétrerais une fonction SPAD dont j'ai l'habitude. Et ensuite, comme j'ai exporté dans le dataset final les axes factoriels, les facteurs 1 et 2, je peux enchaîner avec une classification classique de SPAD, lui demander une classification hiérarchique ascendante sur les axes factoriels, comme j'en ai l'habitude dans SPAD. Du coup, ça me permet ici de faire une variante d'analyse simplement en allant chercher la méthode idoine dans R. Alors, la création d'interface à la volée. Comment ça se passe? Ça se passe en en-tête du code R ou du code Python. Je vais vous le montrer dans le code R. Ça marche exactement
ça va marcher exactement de la même manière pour le code Python. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes balisages, c'est exactement la même manière de formuler le design de l'interface. Alors, c'est un bloc de commentaires qu'on met en en-tête du script et on va avoir un certain nombre de concepts. Donc, on a de la sélection de variables qui vont toujours commencer par spad.var. Spad.var 1, c'est la sélection d'une seule variable. Spad.var n, c'est la sélection de plusieurs variables. On va avoir des éléments de titre, de séparateurs et de paramètres. Chaque titre, vous voyez qu'ici, on a un spad.titre1 qui a pour label paramètres. Ça, on va le retrouver ici comme un nouvel onglet, paramètres. Si, dans mon code, je veux rajouter un onglet, il me suffit de créer une entité, spad titre 2. Je vais l'appeler nouvel onglet parce que je manque un peu d'imagination. Et on va voir que dans l'interfaçage, hop, on va apparaître immédiatement le nouvel onglet. De la même manière, on va avoir donc ces autres objets, spad set label. Le label, ça va faire apparaître ici ces séparateurs avec un trait qui permettent de définir des blocs de paramètres par thématique. Et ensuite, on a toute une collection d'objets de type entier, c'est pour définir un paramètre entier. Liste, ça va être une liste à choix déroulant dans laquelle on va pouvoir choisir des objets. Et le choix d'un objet va affecter à la variable ici rot, rotation, le nom qui a été sélectionné dans la liste déroulante. Donc ça permet de définir l'interface. On donne un nom à chacun des paramètres de choix qu'on expose dans l'interface. Donc c'est nom égal le nom qu'on va vouloir récupérer ensuite dans le code. Et ensuite, on utilise des fonctions donc, qui sont liées aux librairies qu'on a installées tout au début, aux librairies SPAD qu'on a installées dans R ou qu'on a installées dans Python, qui vont permettre à R d'aller lire les valeurs de paramètres et les valeurs de la table de données en entrée pour les aspirer et puis les traiter ensuite dans un code tout à fait standard. Donc ici, spad.readAsDataFrame, ça prend la table SPAD et ça la recopie dans un data frame, qui est le berceau d'accueil naturel des données dans R. Ensuite, on va mettre dans la variable data les variables de la data frame. Le nombre de facteurs, c'est spad.getInputParameter. Donc ça, va lire la valeur du paramètre de l'interface qui s'appelle nbfact. Donc tout ça, c'est la mécanique de base, ce sera toujours de cet ordre-là, pour créer à la volée une interface, aller récupérer de manière variabilisée des paramètres de fonctionnement du script, les donner, et ensuite dérouler d'une manière très standard le script comme vous pouvez éventuellement en avoir l'habitude dans R. Mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donner ce script-là à votre collègue. Lui, il n'a plus besoin de rentrer dans le code R pour se servir de cette méthode-là. Et quelle que soit la conformation de ces données, il sera capable de choisir le dataset auquel il l'applique et à quelle variable est-ce qu'il applique ce script. Bien évidemment, on a également toute une série d'instructions qui vont permettre d'aller écrire les résultats. Alors, dans ce script R, j'écris uniquement les résultats dans un data frame de sortie, qui est l'instruction spad.setDataFrame, avec le nom du data frame de résultat. Si je passe un script Python, on va pouvoir trouver ici des instructions où on fait écrire des résultats dans un répertoire, dans un rapport Excel. Donc c'est spad.report.newpage. Ça crée une nouvelle page dans le tableau de résultats. Spad.report@table, ça va créer une table de résultats dans le rapport Excel.
Vous voyez ici, donc on a spad.report.addTable qui va créer une table qui va s'appeler alpha versus mean square error en validation croisée, que l'on va retrouver. Je vais aller. Normalement, on crée les mêmes. Dans la storage et Elasticnet, hop, voilà, alpha versus MSE en validation croisée. Ça donne le résultat dans la feuille Excel. Alors, l'interfaçage unifié. Donc, comme je vous l'ai dit, cette mécanique-là, c'est de la création à la volée d'interfaces graphiques. La perspective de réutiliser le script, on le code une fois et on le réutilise pour pouvoir se concentrer vraiment sur l'analyse des données, sur les résultats, et moins sur la contingence matérielle de modifier son script, de l'adapter à la nouvelle forme des données. Et ça permet également la collaboration d'équipes qui maîtrisent des technologies différentes pour tirer le meilleur parti de chacun des scripts. Alors, ça ouvre également la perspective aux utilisateurs de SPAD d'aller faire appel à non seulement des scripts R, des scripts Python. Nous, on s'en est servi également pour aller faire des ponts avec des services type Google Géocodage, Google Speech to Text, IBM Watson Speech to Text, parce qu'on trouve assez facilement des ressources pour avoir les codes en Python ou en R pour réaliser ces appels-là, qu'on peut automatiser du coup dans SPAD, et ça peut permettre à quelqu'un, un informaticien qui connaît un petit peu Python, de programmer pour vos équipes un script qui va faire de la conversion de fichiers audio en fichiers texte, et charge à vos analystes ensuite d'utiliser ce texte pour faire du text mining, mais sans avoir à se plonger dans l'apprentissage du script pour le réemployer la prochaine fois qu'ils auront des nouveaux fichiers audio à analyser. C'est un cas d'usage que nous, on a rencontré, donc je vous en parle, mais on peut comme ça imaginer une foule de situations où ça fluidifie les échanges et ça automatise assez naturellement certains process. Voilà, j'ai fini du coup ma démonstration et mon exposé. Est-ce que des questions? Bonjour, procède-t-on de la même manière à la connexion SPAD et R que l'on utilise R via RStudio? Oui, alors oui, pour répondre à la connexion avec RStudio, vous aurez reconnu ici l'interface RStudio. Moi-même, je me sers des deux en conjonction. RStudio est une interface graphique, un IDE qui est posé sur une installation de R. Derrière RStudio, vous avez une interface, vous avez une installation standard de R. Donc, ce sera une sorte de connexion en étoile, c'est-à-dire que vous aurez votre RStudio qui est connecté à votre installation par défaut de R, dans lequel vous pouvez produire votre script, ce qui est exactement la manière dont moi je procède. Et ce même script-là, qui est sauvé sur votre système de fichiers, vous le connectez de l'autre côté à SPAD, et vous pouvez l'exécuter dans SPAD, aller rechercher, faire vos modifications dans RStudio, et ainsi de suite, des allers-retours. Par contre, effectivement, la seule chose qui ne se passera pas, ou moins pas encore, c'est quand vous exécuterez votre script que vous avez conçu dans RStudio, ici dans SPAD, les data frames intermédiaires n'existeront pas dans votre environnement RStudio, puisqu'il n'a pas été exécuté dans RStudio, mais dans R, qui est en dessous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, on me suggère, effectivement, on me pose la question de la disponibilité de scripts interfacés livrés en standard. Et oui, nous avons des scripts interfacés qui sont fournis avec le logiciel, qui vont vous permettre de disposer de quelques exemples. Alors, pour peu que, par défaut, ici, dans Outils Préférences Script, vous voyez que en dessous de votre répertoire d'installation de SPAD, il y a un petit répertoire Script Python et un autre qui est Script R.
Donc ces paramètres devraient apparaître par défaut lorsque vous allez réaliser le branchement de R et ou de Python avec SPAD. Puis ensuite, dans le panier des méthodes, ici à gauche, dans le langage de script, puisqu'ils sont, pardon, je suis un peu perdu. Ah, non, ils sont là. On les a déplacés. Maintenant, on a des petits boutons dédiés, méthode Python interfacée et méthode R interfacée. Vous voyez que si je clique sur R interfacée, ici, ces méthodes-là sont fournies en standard avec SPAD. Dans votre installation par défaut de SPAD, vous allez pouvoir réaliser toutes ces analyses-là, faire un petit peu de classification de la fuzzy size, de la classification floue, des modèles de mélange, tout ça en faisant appel à un R. Et c'est des scripts pour lesquels vous pourrez inspecter le code, bien évidemment, et du coup, piocher des éléments d'interfaçage si vous avez un doute ou si vous voulez les retrouver. Et dans Python, alors bon, je crois que j'ai vidé un peu mon répertoire, mais on en a un certain nombre qui sont fournis par défaut, donc depuis récemment les deux scripts dont je vous parlais d'interfaçage avec l'API du codage de Google et le speech to text, bon, pour lesquels vous aurez besoin d'une clé d'API auprès de Google, mais la mécanique de programmation est livrée avec ça. Une autre question. Dans l'aide SPAD, on dispose d'une courte aide sur la connexion de SPAD à Python. Est-ce que l'on a l'équivalent pour R? Je vous dirais des bêtises, baignant dedans. Je ne l'ai pas vu et j'y fais assez peu appel. En revanche, eh bien, c'est l'avantage d'avoir un éditeur français et réactif. Je remonterai le point à notre équipe R&D et documentation. De toute façon, c'est des éléments qu'on développe de plus en plus et sur lesquels on travaille en permanence. N'hésitez pas, le cas échéant, à contacter le support si vous avez besoin d'aide pour réaliser cette connexion entre SPAD et R, que ce soit moi ou une autre personne du support ou de l'équipe SPAD. Ce sera un plaisir de vous aider et de vous guider dans l'utilisation pour vous permettre de réaliser ce que vous voulez faire. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il a raté la procédure d'interfaçage R-SPAD. On peut toujours venir dessus quelques minutes. Alors, je peux revenir dessus. La procédure d'interfaçage, donc tout se passe dans Outils, Préférences. Par défaut, le petit folder sera replié donc dans le folder script. Le petit plus déplie les options. R ou Python, la mécanique est la même. On indique tout en haut le répertoire où est installé R, ou le répertoire où est installé Python, le cas échéant. Et ensuite, on utilise le bouton Installer, mettre à jour, qui va aller de lui-même installer le package R qui va permettre la communication, ou pour Python, les packages requis pour le fonctionnement. Alors, petit point, notamment pour Python, il y a un certain nombre de packages tels que scikit-learn, matplotlib, numpy et ainsi de suite que nous ne distribuons pas en standard. Il vous faudra donc une connexion Internet pour les installer. Sinon, encore une fois, contactez-nous, on vous indiquera la procédure à suivre pour les installer à la main sans connexion Internet. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça, la balle est dans le camp de Python. Ce sera un dézippage à la main, mais c'est possible de le réaliser sans connexion Internet. Pour peu que vous ayez une connexion Internet, ça se résume vraiment à cliquer sur Installer, mettre à jour. Ah, j'ai quelqu'un qui me redit. Alors, pardon, je n'ai pas les boutons de script fournis R et Python sur mon installation SPAD 9.1 à côté de personnaliser S normal. Il faut que, effectivement, ces boutons apparaîtront à partir du moment où vous aurez établi la connexion entre R et Python. Si SPAD n'est pas connecté, n'a pas de répertoire d'installation, il masquera ces éléments-là.
Je me demande si on a bien répondu à la question. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, n'hésitez pas. Peut-on écrire du script directement dans SPAD? Alors, oui, on peut. Alors, pour un script interfacé, c'est un peu plus compliqué. La brique de script interfacé ne présentant pas d'interface de script. Alors, effectivement, j'ai oublié d'en parler, mais c'est très bien de poser la question. Par exemple, ici, dans ce diagramme-là, j'ai un petit icône, vous voyez, qui est un peu différent, qui s'appelle script R, qui permet soit d'aller chercher ici un script externe qui aurait déjà été écrit, et qui permet, dans le volet en bas à gauche, qui donne un éditeur de texte qui permet de taper du script. On a fait une partie du chemin, on progresse sur ces sujets-là. Vous voyez qu'il y a quand même un parsing qui met un peu de mise en relief, de couleurs, qui identifie des mots-clés. Pour autant, on n'est pas, en toute humilité, au niveau d'un IDE spécialisé. C'est pas une interface de développement interactive, c'est vraiment un éditeur de script dans la boîte de dialogue. Ce qui fait que pour des scripts, soit que vous maîtrisez parfaitement, soit pour des scripts pas très compliqués, c'est envisageable et c'est assez safe de le faire dans cet environnement-là. Pour des scripts plus compliqués avec beaucoup de références externes et des mots-clés éventuellement un petit peu complexes, on vous engage quand même plutôt à utiliser un IDE un peu développé qui vous accompagnera éventuellement pour vous éviter quelques fautes de frappe, qui est assez classique quand on fait du code. Voilà. Alors c'est l'occasion de vous montrer aussi que vous voyez que là ma première brique, mon premier package, ce qu'il fait, c'est qu'il va installer le package dont j'ai besoin pour faire tourner mes scripts suivants. C'est pour vous montrer à quel point l'intégration est complète. C'est qu'on n'envoie pas juste des instructions de calcul, on envoie vraiment littéralement n'importe quelle instruction que R est incapable d'exécuter à R. Il prend l'instruction, il l'exécute de son côté, et après nous on va récupérer le résultat ou la capacité d'utiliser le package qu'on vient d'installer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il vous restait des questions. Dernière petite précision, tous ces scripts interfacés par défaut que je vous ai mis, alors il y en a une partie qui était présente dans les versions précédentes, mais bien évidemment, ça continue à s'enrichir et à se développer, donc on vous engage assez fortement à vous tenir à jour. C'est dans la version 9.1 de SPAD, la plus récente, que vous pouvez télécharger sur le site habituel de téléchargement de versions, qui vous permettra d'accéder aux dernières versions de ces scripts. Je viens d'ouvrir le dossier préférences de SPAD sur mon ordinateur. L'icône AirScript n'apparaît pas. Est-ce normal? Le dossier préférences, dans outils, préférences, dans l'interface telle que vous la voyez ici. Alors, si vous êtes en version 9.1, a priori non, mais pas normal. Je vous invite à nous écrire un petit mail sur le support ou à nous... Très bien. Je vous invite à nous envoyer un email ou à nous téléphoner. Oui. La bibliothèque R et la bibliothèque Python. Oui, oui, pour avoir la bibliothèque de script par défaut, il faut effectivement avoir réalisé la connexion entre R et Python. Je vous invite vraiment à contacter directement le support, on sera un plaisir de vous accompagner et je pense que ce sera plus rapide pour vous que un guidage radio par le webinaire. Très bien. Il me reste un... Est-ce que le support du diaporama que vous venez de présenter sera disponible quelque part? On pourra vous le transmettre, oui, avec plaisir. Eh bien, merci à tous et à toutes. On m'indique même que la vidéo du replay du webinaire sera disponible
en partage. Donc vous pourrez le regarder quand il vous siera. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de journée et merci à tous et à toutes. À très bientôt.